La causerie Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sud Radio, la radio du rugby, dans le podcast La Causerie, un jeudi, et oui, parce que c'est le début du tournoi Destination. On est jeudi, ça commence ce soir pour France-Irlande, et donc du coup dans ce podcast on va se projeter sur le tournoi, on va se projeter également sur le match du soir, et pour m'accompagner pour se projeter, Marius, Louis-François et Quentin Cabanis. Bonjour messieurs. Bonjour Cyprien, bonjour à tous. Bonjour messieurs. Bon, on va commencer évidemment par parler du tournoi Destination qui attaque, un tournoi plus relevé que les dernières années, une Angleterre revenue, une Écosse qui continue à faire peur, du Pays de Galles un peu en retrait, l'Italie qui peut surprendre et évidemment l'Irlande et la France qui sont toujours les grands favoris. On va commencer avec toi Quentin Cabanis. Justement Quentin Cabanis, tu vas nous donner toi ton classement final de ce tournoi que tu imagines dans ce tournoi Destination, en partant évidemment du bas. En partant du bas, alors je vais mettre en dernier le Pays de Galles, après l'Italie. Pays de Galles avec 0 victoire pour toi, ou est-ce que tu les vois accrocher un match malgré tout? Ça va pas être facile. Voilà, ils peuvent en remporter un, mais je vois pas plus d'une victoire. En tout cas pour les Gallois qui sont quand même bien au creux de la vague. Ils repartent de 0, hein, très clairement les Gallois. Ouais. L'Italie donc 5e. Ouais. L'Écosse, 4e, l'Irlande, l'Angleterre et la France en première. Mais je vois bien une finale pour le dernier week-end de 6 nations, un petit France-Angleterre. Je vois bien la finale du tournoi et sur ce match. Du coup pour toi. Ouais. Pour toi, grand chelem des tricolores. C'est une année qui est faite puisque on reçoit 3 fois déjà sur 5, donc c'est déjà le plus intéressant. Et puis on reçoit surtout l'Irlande et l'Angleterre. Attention quand même, peut-être que le déplacement en Écosse sera pas évident non plus à gérer pour l'équipe de France. Il y a le calendrier des Français, c'est Irlande ce soir, Pays de Galles la semaine prochaine au Pays de Galles. Ensuite l'Italie en France à Lille, et ensuite on a un enchaînement Écosse en Écosse et Angleterre au Stade de France. Ouais, moi je pense que va y avoir risque quand même sur le déplacement en Écosse, ce sera peut-être pas facile. Les 2 derniers matchs vont être charnières, mais je pense que l'équipe de France, en tout cas, a le costume de favori. Exactement. Pour toi, la France, grand chelem potentiel. Marius François, est-ce que tu es parti sur à peu près ce même classement? Donc je répète le classement de Quentin Cabanis. 1er France et grand chelem, 2e Angleterre, 3e Irlande, 4e Écosse, 5e Italie et 6e Pays de Galles. Non, j'ai des points communs, mais c'est pas totalement le même. Il n'y a pas le même ordre. Moi, je pars du plus bas, donc Pays de Galles. Ouais, ça on est d'accord. Italie. Jusque là, on est d'accord. Ensuite, je mets l'Irlande. L'Irlande derrière l'Écosse. Ouais. Ah ouais, donc tu les vois bien. Moi, je les vois dans le creux de la vague. Les Irlandais, je les vois sur la fin. Et comment tu expliques ça? En effet, ils ont quelques blessés. Il y a beaucoup de blessés devant. Et derrière, on oublie un peu, mais il y a quand même Keenan, James Lowe, Aki qui est suspendu, mais il y a quand même quelques absents aussi derrière, mine de rien. C'est ça un peu ta théorie qui expliquerait ce positionnement de l'Irlande 4e? Ouais, je pense que, en fait, c'est leur première ligne surtout. Ils étaient connus pour avoir des piliers. Des piliers énormes quoi, et puis ils sont tous blessés. Ouais. Donc ils perdent plein de cadres. Prendergast, je le reverrai plus tard, mais il est vraiment pas. C'est pas Sexton quoi. C'est pas du tout Sexton. On oublie un peu. Il est jeune, mais on oublie un peu vite. Il a 22 ans. Hein. Bien sûr. Ah oui, mais bon, il a été présenté comme l'avenir au poste pour l'Irlande. L'avenir, c'est pas 6 mois après ou 1 an après. Il est couvé. Tout le monde savait que Sexton allait s'arrêter. Ils étaient en train de le préparer à prendre la place, quoi. En tout cas, ce sera un autre sujet. C'est un autre sujet. On en parlera quand on parlera de la rencontre de ce soir. Et donc du coup, 3e. 3e Angleterre. Ah oui, d'accord. Donc l'Écosse numéro 2. Je me lance. Je suis avec gros pari, mais moi je vois l'Écosse faire un très très gros tournoi. Le grand chelem pour l'Écosse? Non. Angleterre, Écosse 2e et France 1re avec un grand chelem. Un grand chelem pour toi, pour les Français également. Mais après, il y a la montée en puissance de Glasgow qui nous fait rêver un petit peu. Et on se dit pourquoi pas, tu vois. Je vois les Écossais très très forts cette saison, et j'ai même presque, pas forcément plus peur, mais presque plus peur du déplacement à Murrayfield que de la réception. Je suis assez d'accord que moi c'est aussi ce déplacement qui m'inquiète le plus sur le tournoi. En tout cas, gros pari de Marius Louis-François. Donc France 1er, 2e Écosse, 3e Angleterre, 4e Irlande, 5e Italie et 6e Pays de Galles. Moi je pars sur également les Gallois en dernière position et cuillère de bois. Aucune victoire pour eux. 5e l'Italie. Je pense qu'ils vont batailler, mais ça va être un peu compliqué. 4e, moi je vois l'Écosse également, comme Quentin Cabanis. L'Écosse qui est capable de coups d'éclat, mais qui est capable aussi
réussi de passer à travers. Mais c'est qui tout double, l'Écosse, du coup, pour moi, c'est la bonne place. 3e Irlande. Et par contre, je vois potentiellement une finale plus que serrée. Je vois pas de grand chelem cette année, pour être totalement franc. Le vainqueur du tournoi destination de cette année ne fera pas un grand chelem pour moi, que ce soit la France ou l'Angleterre. Il y aura un accro à un moment donné et ça se jouera au goal average. Et je vois la France, mais d'une très courte tête s'imposer. En termes de points. C'est au goal average que ça va jouer, ou en termes de bonus obtenus. Pas de grand chelem. La France perd contre qui? Ouais, c'est ce que j'avais demandé aussi. Je les vois perdre en Écosse. Ah ouais, mais s'ils perdent en Écosse, du coup, est-ce que l'Écosse fait vraiment 4 en battant la France? Je vois l'Écosse perdre contre l'Italie. Ah ouais. Ça, c'est gros pari aussi. Voilà. Tu c'est me poses la question. Okay, je les vois perdre demain, samedi, en Italie pour le match d'ouverture. Les Italiens qui, pour leur premier match à chaque fois depuis quelques saisons, sont très embêtants. Je me souviens l'année dernière, ils étaient pas loin de battre l'Angleterre jusqu'à très tard dans le match. Et donc du coup, pour moi, ça va être évidemment pas mal d'absence sur le premier match pour l'Italie aussi. Donc, après, il y en a aussi pour l'Écosse. Il n'y a pas de Kinghorn, il n'y a pas de. On en parlera, mais voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de grand chelem cette saison. Mais la France gagne, mais d'une courte tête, parce que l'Angleterre, ça commence à enchaîner pas mal. L'Angleterre, c'est assez fort. C'est pour ça que je les mets deuxième. Plus de 10 matchs avec victoire de suite, ça montre quand même une véritable solidité de la part des Anglais. Mais les Anglais vont en Écosse, si je me trompe pas. Et les Anglais vont en Écosse. C'est ça que je mettais l'Écosse devant l'Angleterre. Mais comme pour moi l'Écosse chute d'emblée contre l'Italie, ça s'équilibre. Messieurs, on va vous demander, je vous ai demandé les joueurs à suivre pour chaque sélection. Selon vous, on va commencer par le dernier, le Pays de Galles. Pour toi, le joueur à suivre au Pays de Galles, Quentin Cabanis? Moi, j'ai mis l'attraction, celui qui revient au rugby à 15 après avoir fait un séjour au foot américain, Louis Rizamit. Voilà, l'ailier ou arrière de cette équipe galloise. Là, il va commencer à l'arrière pour le premier match. Qui joue à Bristol, si je ne me trompe pas. Qui est revenu, qui était quand même la star montante du rugby gallois. Il y avait des reportages sur lui, on le voyait sur Netflix, on le voyait un petit peu partout, Louis Rizamit, et il avait pris cette décision d'aller à la draft pour jouer au foot américain. Ça s'est pas forcément très bien passé. Alors il avait été drafté, il a fait 2 clubs. Il a été drafté par Kansas City, il a fait les camps d'entraînement avec les Jaguars. C'est ça, mais il a fait à chaque fois partie des équipes d'entraînement. Il a pas disputé de match. Donc moi je veux voir Louis Rizamit de retour sur des terrains de rugby. Il est plutôt en forme dans le championnat anglais depuis le début de la saison. Il a inscrit pas mal d'essais, il a fait quelques franchissements, et puis tu l'as dit, c'est une attraction. Dès qu'il y a la possibilité qu'il y ait un highlight sur lui ou une vidéo, on le fait. Donc c'est la star montante du rugby gallois. Il y a eu une petite coupure, mais c'est la star du rugby gallois. Il y a lui et Morgan, le capitaine, mais qui est blessé. Et donc du coup, c'est la star actuellement du rugby gallois. Pour toi, Marius, le même joueur? Exactement pareil. Moi, j'avais mis pour les mêmes raisons, et que c'est un peu entre guillemets le dernier mec qui pourrait sauver le Pays de Galles, quoi. Alors moi je vais pas mettre un mec qui peut sauver le Pays de Galles, mais je vais mettre un mec que je trouve en forme, qui joue dans le championnat français. C'est du côté de Montpellier, c'est Adam Bird, le deuxième ligne, qui avait un peu mis sur pause la sélection il y a quelques temps, qui revient. Et Adam Bird, en fait, il fait pas de bruit avec Montpellier, mais mine de rien, il est important dans le travail montpelliérain, que ce soit en touche ou dans le jeu courant. Et donc du coup, il va apporter son expérience à cette jeune équipe galloise qui est en reconstruction. Et donc du coup, ce sera Adam Bird pour moi. De ton côté, Quentin, du côté de l'Italie, c'est... Italie, j'ai pas mal hésité. Capozzo étant forfait pour le premier match, je me suis resserré sur un homme qu'on connaît bien en top 14, Paolo Garbisi, qui est quand même pas sur la saison de sa vie du côté du RCT, mais plutôt en difficulté. Et je pense que justement, son tournoi destination peut lui permettre de se relancer un petit peu, de se remontrer. Donc voilà, je coche Garbisi, qui pourra aussi avoir une importance, pourquoi pas, dans le jeu au pied ou face au perche. Donc voilà, moi je mets une petite étoile sur Garbisi pour l'Italie. Sachant que aussi Pagerello est forfait au début du tournoi. Donc voilà, moi les deux joueurs que j'aurais voulu suivre, c'était Pagerello et Capozzo. Les deux ne seront pas là pour le premier match, donc je me rabats sur Garbisi. Le troisième choix. Marius, toi tu pars sur... Moi, alors donc j'ai dû faire un changement de dernière minute, mais je partais à la base sur Eduardo Todaro. Le problème, c'est qu'il s'est blessé en camp d'entraînement. Le jeune ailier de Northampton, qui était à 10 essais en 12 matchs cette saison, donc plutôt très en forme. Finalement, je vais partir sur Menoncello. Avec les déclarations qu'il a faites, comme quoi c'était le meilleur centre actuel. Et puis il y a quand même de fortes chances pour qu'il vienne en mine de rien.
Avec Brex qui joue à Toulon, c'est costaud. Non mais c'est costaud l'Italie, attention, ça tourne bien donc. Je pense que le problème c'est peut-être la profondeur d'effectifs et que du coup les absences vont trop se faire sentir. C'est pour ça que l'Italie au début du tournoi ils vont être costauds. Mais le problème c'est qu'ils démarrent le tournoi avec déjà des absences majeures. Ouais. Je pense que l'Italie sur la première journée avec le 15 type aurait eu beaucoup plus de chances que alors c'est contre logique implacable ce que je dis mais voilà, aurait pu aller gratter 1 ou 2 matchs peut-être dans ce tournoi. L'eau ça mouille et le feu ça brûle quoi. Merci non mais si jamais vous avez besoin de poncifs non mais même elle donne c'est vrai que le 15 type de base avec les blessés elle donne super envie cette équipe. Donc Menoncello de ton côté. Menoncello pour voir qui confirme avant de venir probablement en top 14 et puis il avait été élu meilleur joueur du tournoi 2024. Exactement. Voir s'il peut confirmer tout ça. C'était rare qu'un Italien soit élu meilleur joueur du tournoi destination. Moi, je vais partir sur Manuel Zuliani, le 3e ligne des Benetton Trévise, 25 ans. À chaque fois qu'on l'a vu, il rentrait, il faisait, on va dire le joker de luxe. Il a toujours été tranchant, percutant, gros physique, mine de rien, assez trapu, assez gaillard. 35 sélections, il arrive à maturité et je pense qu'il va pouvoir aider cette sélection italienne pour s'exprimer. On enchaîne avec l'équipe d'Écosse. Marius, toi, le joueur écossais, c'est Finn Russell. Classique. J'ai envie de voir, en fait, comme je vois l'Écosse aller loin, ou faire un super tournoi, tout du moins. Ça passera par lui, quoi qu'il arrive. Ça passera évidemment par lui, parce que l'Écosse est un peu à son image. Il peut avoir des gros trous et en même temps être super performant. Incertitude autour de Finn Russell, toujours. Ouais. Son génial talent qui est aussi capable de te péter un match. Exactement. Donc Finn Russell mettre à jouer écossais et mettre à jouer de basse aussi cette saison, qui fait d'ailleurs champion l'année dernière avec dans le championnat anglais, exactement. Ouais. Puis qui est revenu en Angleterre, c'est la forme. Donc si je me trompe pas, je crois que c'est d'ailleurs le joueur le mieux payé en championnat d'Angleterre avec 1 million quelque chose comme ça. Enfin, c'est colossal le salaire de Finn Russell. Après, il le mérite. Exactement. Quentin, des boissons énergisantes en sortant de vestiaire comme un joueur de district. Tu pars sur quel joueur j'avais noté Finn Russell aussi, mais allez, pour donner un autre nom, je vais aller sur Massibaka, le numéro 8, voilà, qui a déjà marqué 6 essais depuis le début de la saison, toute compétition confondue. Voilà, joueur intéressant qui peut être impactant au niveau physique notamment. Voilà, derrière la mêlée écossaise et notamment ballon en main avec quelques petites charges dont il a le secret. Ouais, exactement. Le 3e ligne, Massibaka Alexander, si je ne me trompe pas, qui joue à Montpellier. Tout à fait. Donc du coup, d'origine australienne, mais qui est assez tonitruant avec Montpellier, l'Écossais. Moi, je vais partir sur Hugh Jones, le futur Toulonnais, l'ancien Lions, qui est, je trouve, si ce n'est le meilleur, ce qui se fait pas loin d'être dans le mieux en tant que 2e centre dans le rugby international, à la fois dur en défense, il a également une bonne lecture des espaces, une bonne vitesse de pointe. Hugh Jones qui est pour moi un peu à son apogée, c'est pour ça que c'est un gros coup du côté de Toulon. En Irlande, messieurs, le joueur à suivre pour Marius Louis-François. Moi j'ai mis le remplaçant de Aki, Stuart McCloskey. Si je le prononce correctement. C'est excellent. Tu as un accent irlandais digne des plus grands. Ouais, qui a eu très peu de sélections parce qu'il a toujours eu la route barrée avec les Ringrose et les Aki au centre et puis même d'autres qui viennent avant lui dans la liste. Là, ça va être sa chance et l'Irlande a exactement besoin il a 33 ans, donc c'est quand même un joueur d'expérience et l'Irlande a exactement besoin de ça, d'un mec qui prenne le match à son avantage ou d'une sorte de leader quelqu'un pour venir remplacer tous ces cadres justement qui sont absents. Donc grosse pression, mais comme j'ai dit, il a 33 ans, c'est un genre d'expérience, je pense qu'il peut faire 33 ans, 23 sélections, 1m93, 112 kilos, il va en effet attaquer le centre du terrain pour l'Irlande pour quelques matchs parce que Aki est suspendu 4 semaines, on le rappelle, pour des insultes envers un arbitre lors d'un match de la province du Connacht, de sa province à lui. Quentin Cavanis, le joueur, toi, c'est moi j'ai mis Gibson Park. Voilà, le demi de mêlée. Jamison Gibson Park. Yeah. On isole ça, s'il vous plaît, messieurs. Non, on en fait un même. Gibson Park, parce que pour moi, il va avoir un rôle clé dans la charnière irlandaise et dans les lancements de jeu, parce que je suis pas fan de Prendergast, le numéro 10, le jeune. Alors on sait que le jeu irlandais était quand même beaucoup basé sur Sexton à l'époque et que Prendergast a du mal à prendre le costume de leader de cette équipe, et je pense que du coup Gibson Park va avoir beaucoup plus d'influence dans le jeu irlandais, et je pense que un succès irlandais passera par ce garçon. Moi je vais aller sur Dan Sheehan, le talonneur qui est avec Julien Marchand et Marx, les Sud-Africains, ce qui se fait de mieux dans le rugby moderne. Pas mal.
mal. 27 ans, 35 sélections uniquement, c'est pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est tonique, qu'est-ce qu'il a de gaz, ce talonneur Dan Sheehan qui affrontera donc Julien Marchand ce soir et durant tout le tournoi. Talonneur évidemment titulaire avec un remplaçant, Ronan Kelleher, qui est pas mauvais non plus. Oui, mais le nôtre n'est pas mauvais non plus, a priori. Attention, il y a des équipes qui, on n'a pas de problème au niveau du talonneur. La France et l'Irlande, ça roule plutôt pas mal. Après, Movaka n'a pas énormément joué cette saison encore. Minutes. Il revient de blessure. Mais on a du Lamotte derrière. Enfin, on a une profondeur niveau talonneur en France et c'est le cas en Irlande aussi avec Dan Sheehan. En Angleterre, messieurs, Quentin Camanis, le joueur pour toi que tu vas surveiller. Moi, j'ai fait la facilité. Hein. J'ai été chercher à Pollock, évidemment. Alors, il va démarrer remplaçant a priori, mais je pense que c'est aussi le tournoi pour éclore, si j'ose dire ça comme ça. Déjà bien éclos, pour s'installer en tant que titulaire indiscutable de cette équipe. Parce que là, il apporte énormément quand il rentre en jeu, il amène du dynamisme, il est du talent, évidemment. Mais voilà, moi j'ai envie qu'il s'impose, j'ai envie de le voir dans 3 ans avec le brassard de capitaine de cette équipe d'Angleterre. J'ai envie de le détester pendant 10 ans, 15 ans, ce garçon. On est parti pour un peu comme Owen Farrell et voilà, d'autres avant. Mais je pense que il aura de l'importance dans de nombreux matchs. Il va faire péter des plombs à quelques adversaires aussi. Et j'ai hâte de le voir la dernière journée. Pourquoi pas retrouver un petit Pollock, Bielbiar et Jalibert. D'entendre tous les sifflets du Stade de France. Ça peut être exceptionnel. Ça peut être très sympa. Marius, je t'ai vu faire une moue. T'as le même. Ouais, j'ai pris exactement le même choix. Parce que moi, ce profil de joueur, en fait, on aime les détester. Les types, ils ont des tronches comme 3 camions, ils passent leur temps à l'ouvrir. Et puis, tant que ça passe, en fait, moi, j'aime bien. Tant que ça passe, c'est bon. Et force est de constater que pour l'instant, il est très très bon, Pollock. Ouais, parce que c'est pas que du chambrage, c'est un super joueur de rugby. Ouais. Il faut pas oublier ça non plus. Hein. En revanche, le jour où ça passera plus et qu'il continuera à l'ouvrir et qu'il fera une mauvaise performance, si ça arrive, on saura l'attendre aussi au tournant. On attend tout ça, de toute façon. Pollock est vraiment l'attraction actuellement du rugby, en effet, international. C'est le mec qu'on attend de voir. Moi, je vais partir sur un mec plus classique, peut-être un peu vieillard, un peu comme moi, George Ford, le demi d'ouverture anglais. Alors j'ai pas 1/100 de son talent, mais George Ford qui est revenu à un niveau assez dingue, assez surprenant, lui qu'on pensait enterré pour la sélection. Il est immortel pour cette sélection. Non, mais on pensait que c'était l'ère Fitzsmith. On pensait que c'était l'arrivée du jeu de Northampton, et en fait George Ford, par son intelligence de jeu, son jeu au pied, mais c'est fou, c'est sa stratégie. On lui en a calé du talent dans les pattes. T'as eu du Marcus Smith qui est passé par là, du Fitzsmith qui est passé par là, et c'est toujours lui. C'est une ronce. On dirait pas, mais c'est une ronce. Il est là. Voilà, donc puis Mitchell à côté. Ça tourne bien. Il a 27 ans, Mitchell à côté. Ouais, mais on a l'impression que ça fait 40 ans qu'il est là. Il a 45. Ouais, c'est ça, exactement. Mais voilà, George Ford, qui est éternel du côté du 15 de la Rose. Et quelle résilience pour ce demi d'ouverture. Ouais. Côté français, messieurs, c'est là où ça va être intéressant. Qui vous allez vous surveiller particulièrement côté français? Marius. Moi, je pense à Tissot-B. Le remplaçant de Damien Penaud. Remplaçant de Damien Penaud, qui va avoir fort à faire pour remplacer le meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France, mais qui en même temps est plein de fougue, rapide. C'est un profil de joueur que j'adore. Il est bon dans les airs, il est bon en défense, il est bon en attaque. Voilà, je pense qu'il peut faire un super tournoi, et pour un premier vrai tournoi bien installé, tout ça. Donc j'attends Tissot-B avec impatience. Tissot-B du côté de Marius. Quentin, tu vas sur... j'ai pas été sur Antoine Dupont. Aïe. Voilà, sachez-le, j'ai été sur Mathieu Jalibert. Voilà, parce que pour moi, c'est le tournoi ou jamais. Pour Mathieu Jalibert, il doit prendre le maillot, il doit prendre ce numéro 10 en équipe de France. Il joue tout le tournoi, toi ? Je pense que s'il fait des grosses performances sur les 2 premiers matchs, on parle du fait qu'Yen Tamac pourrait intégrer le groupe des 42 dès le Pays de Galles, donc dès la semaine prochaine. Je pense que si Mathieu Jalibert fait une masterclass aujourd'hui, sachant que Romain Tamac est forcément à court de forme vu qu'il est convalescent, qu'il n'a pas fait non plus un début de saison exceptionnel, alors que Mathieu Jalibert il marche sur l'eau aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur numéro 10 du monde. Donc voilà, moi je pense que Mathieu Jalibert doit nous faire un match exceptionnel face à l'Irlande, et qu'il doit prendre ce maillot et s'installer, et ça passera par un énorme tournoi. Et donc Mathieu Jalibert pour Quentin Cabanis. Moi, je vais partir sur Nicolas Deporter. J'ai hésité avec Ninouchi, mais ce sera Nicolas Deporter. Qui lui aussi doit s'imposer. Qui lui aussi doit s'imposer. Le numéro 13, il sort d'une grosse tournée de novembre, d'un gros début de saison avec l'Union Bordeaux-Bègles. Et il est dans un fauteuil. Il joue avec le centre avec qui il joue toute la saison. Yoram Moefana, donc il connaît. Et puis son 10. Avec son 10 également, son ailier. Un de ses ailiers. Enfin, il et puis doit ceux qui jouent pas avec lui, c'est bien.
Atisogbe, Ramos et Dupont. Il y a pire. Ça va, les conditions donc, sont. Du coup, je pense qu'il doit vraiment s'imposer dans ce costume de 13. Il a vraiment en capacité, c'est un grand 13, un 94 kilos, capable de jouer 12 également, mais meilleur en 13 parce qu'il a une bonne pointe de vitesse. Ouais, il a des cannes. Nicolas Deporter, 23 ans, pour moi, c'est son tournoi s'il veut vraiment passer un cap. Et pour mettre la concurrence derrière, derrière, sachant que la concurrence, il y a du Gaëton, il y a du Barassi, il y a du Néné. Mais il faut pas oublier Ficou. Il y a du monde, donc c'est pour ça que il a une vraie opportunité. Et donc du coup, ce sera intéressant à voir. On a fait le tour des pronostics de ce tournoi, messieurs. On va faire un petit pronostic sur le match de ce soir que vous pouvez retrouver dès 20h sur Sud Radio avec François Trio, Alexandre Priam et Daniel Herrero jusqu'à minuit, puisqu'on vous fera vivre les conférences de presse et les zones mixtes à l'issue de la rencontre. Messieurs, France-Irlande ce soir, pronostic pour Quentin Cabanis. Je vais mettre une victoire de l'équipe de France. Courte, large, bonus, sereine, mais sans bonus. Sans bonus. Moi, victoire de l'équipe de France avec bonus. Je pense qu'ils vont complètement craquer d'entrée, les Irlandais. Et avec un énorme match de Jalibert, justement, je pense. Et qui va être titularisé tout le reste du tournoi. Ça aussi, vous pouvez me le clipper, parce que Marius Lufrançois qui dit qu'un énorme match de Mathieu Jalibert, moi je suis toujours preneur, ça m'intéresse toujours. Et moi je vais partir sur une victoire française également, plus étriquée. Je vois les Irlandais, on s'attend à ce que, j'ai l'impression qu'il y a une petite musique là qui monte, comme quoi les Irlandais c'est faible, on va leur rouler dessus, on va leur mettre 40 points et des moufs. Alors il y a peut-être un excès de confiance qui est en train de venir, dû aux absences côté irlandaise. Attention, mais que des absences. Il y a aussi ça reste une équipe. Ça baisse un petit peu, mais ça reste l'Irlande. Et je vois les Bleus gagner. Mais c'est l'Irlande dans un tournoi, c'est pas. Si je dois être honnête, moins de 5 points, victoire des Bleus. Ça veut dire qu'on va transpirer jusqu'au bout. On va transpirer jusqu'au bout et vous allez transpirer en écoutant Sud Radio évidemment. J'aurais aimé une soirée un peu plus tranquille, tu vois. Il faudra attendre encore un peu. Ouais. Mais donc voilà, donc n'hésitez pas. On peut pas dire que les Français aient fait des performances exceptionnelles sur les derniers rendez-vous, donc bon. C'est ça. Justement, on est resté sur une défaite contre l'Afrique du Sud. Merci messieurs. Podcast exceptionnel demain pour à la 3e mi-temps pour débriefer en long, en large et en travers cette rencontre de France-Irlande et se projeter sur la suite du tournoi destination. Merci Quentin Cabanis, merci Marius Lufrançois. Vous les retrouvez dès ce soir 20h pour vous faire vivre France-Irlande sur Sud Radio, la radio du rugby. Et d'ici là, évidemment, restez bien sur les réseaux sudradio.fr et sur l'application Sud Radio.